Le dernier point sur lequel nous allons nous pencher lors de notre évocation des années de règne de Léopold II, 44 ans de règne, fatalement s'abrassent des informations importantes et des événements nombreux. Cette dernière thématique va toucher à la question du Congo. Comme je l'avais évoqué dans la vidéo précédente, eh bien, Léopold II a conservé au fil des décennies deux surnoms. Le surnom d'un côté de roi bâtisseur, bien lié, bien de son temps, bien lié à cette belle époque, et d'un autre côté, un surnom nettement plus négatif et péjoratif, le surnom de roi génocidaire par rapport à cette lourde et difficile thématique du Congo. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de présenter ce point numéro 10 et d'essayer justement de résumer. Fatalement, c'est toujours très difficile de résumer des thématiques de ce type, mais nous allons essayer de tenter l'expérience, nous allons essayer de le faire. J'attire tout d'abord, c'est excessivement important, votre attention sur cette ligne du temps qui se trouve dans le cours. Elle vous permet de comprendre l'évolution de cette histoire, de cette relation entre le Royaume de Belgique et la terre du Congo. Vous avez en vert la représentation des années de règne de Léopold II. Vous avez en bleu ciel les années de règne d'Albert Ier. En bleu un peu plus soutenu les années de règne de Léopold III et finalement en bleu royal foncé les années de règne de Baudouin Ier. Et vous avez sous cette ligne du temps deux époques qui sont marquées, l'une en orange et l'autre en rouge. Celle en orange est intitulée « L'État indépendant du Congo ». Et la deuxième zone en rouge est intitulée « Le Congo belge, une colonie du Royaume de Belgique ». Retenez bien ces différentes informations. Retenez que le premier temps, lorsque le Congo va devenir une propriété privée du roi Léopold II, eh bien, on appelle le Congo l'État indépendant du Congo. Et ensuite, en 1908, Léopold II va céder au Royaume de Belgique, certains diront offrir, léguer au Royaume de Belgique son Congo, sa propriété privée, et à partir de ce moment-là, le Congo est à considérer comme une propriété nationale, une colonie nationale, et donc on parlera du Congo belge en tant que colonie. Et la colonisation du Congo ne doit pas uniquement être focalisée sur la personnalité de Léopold II. Pourquoi ? Eh bien, comme vous le voyez, grâce à cette ligne du temps, il faut attendre 1960 pour que le Congo gagne son indépendance. 1960, nous sommes déjà dans les années du règne de Baudouin. Autrement dit, après Léopold II, le Royaume de Belgique sous Albert Ier, sous Léopold III et aux premières heures du règne de Baudouin, le Congo va continuer à être, je mets des guillemets, je marque des guillemets, à être exploité par le Royaume de Belgique. C'est une information que vous devez impérativement comprendre et par la suite retenir. Une première affiche qui nous permet d'émettre un lien entre ce qui a déjà été vu et les informations que nous allons voir ici, doit être analysée. Cette affiche, eh bien, vous voyez, elle est consacrée une nouvelle fois, on en a déjà parlé précédemment, aux fêtes jubilaires qui vont permettre à la Belgique de fêter son 75e anniversaire. Et nous voyons l'iconographie de cette affiche, elle est diablement lourde de sens, elle est excessivement importante,
notamment au niveau du rendu national, parce que vous avez quasiment toute la symbolique que nous avons précédemment vue, toute la symbolique nationale qui touche au Royaume de Belgique. On a tout d'abord dans le registre inférieur, nous avons cette espèce de petit angelot qui est en train de décorer le blason belge, hein, ce fameux lion du duché de Brabant. Il est en train d'assortir à ces armoiries des roses. Ensuite, si nous montons vers le registre central, eh bien nous remarquons bien l'image du lion, le lion belge une nouvelle fois. Et à l'avant-plan de ce registre central, nous avons des personnifications féminines présentant des attributs très antiquisants. En fait, ce que vous devez savoir, et on le sait en observant les différents drapeaux brandis par ces personnifications féminines, eh bien, chaque personnage représente en fait une province belge, avec la première ici drapée d'une longue toge jaune qui représente qui représente tout simplement la Belgique, avec ce fameux blason du duché de Brabant. Si nous continuons, nous parcourons plus au-dessus ce document, dans le registre supérieur, eh bien, nous retrouvons une dame couronnée qui porte une nouvelle fois un végétal rappelant bien un symbole de victoire. Et cette dame royale n'est autre que la Belgique, qui est assise sur son trône, qui est couronnée et qui est accompagnée d'un personnage habillé un peu comme les révolutionnaires, à la manière des révolutionnaires de la première heure, hein, de septembre 1830, qui brandit très fièrement le drapeau belge noir, jaune, rouge, et des drapeaux, il en est encore ici question, avec la succession de drapeaux belges et aussi d'un drapeau étoilé. Eh bien, ce drapeau étoilé, il correspond à l'État indépendant du Congo. C'est le drapeau de l'État indépendant du Congo. Et nous voyons les dates 1830-1905. Donc, si nous reprenons notre ligne du temps, il y a une question qui est posée dans le syllabus et qui paraît intéressante. Nous avons une affiche de 1905 associée au Royaume de Belgique qui évoque très ouvertement, grâce à la présence de ce drapeau étoilé, l'État indépendant du Congo. On a l'impression comme étant associé réellement au Royaume de Belgique. Or, en 1905, l'État indépendant du Congo, eh bien, il appartient à la personne de Léopold II et techniquement, officiellement, l'État indépendant du Congo n'appartient pas au Royaume de Belgique. Donc on peut se poser la question, pourquoi sur une affiche nationale on retrouve le Congo illustré en assez bonne place, justement? Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question par l'analyse des documents qui suivent. Cette thématique du Congo, elle est divisée en 3 parties. La première partie s'intéresse à l'avant 1885, avant que Léopold II n'acquiert à titre privé ce territoire. Et donc nous allons essayer de résumer un petit peu l'action déjà de Léopold II avant l'acquisition de ce vaste territoire situé en Centrafrique. Déjà en 1860, alors qu'il n'est même pas roi, le futur Léopold II aura cette phrase « il faut à la Belgique une colonie ». Donc vous voyez déjà d'emblée dans l'esprit du personnage, la colonisation a toujours été une certaine priorité. En 1876, Léopold II va même jusqu'à organiser une conférence à Bruxelles où il va inviter toute une série de chercheurs et les inviter justement à explorer pour lui cette vaste région d'Afrique centrale.
Et parmi les personnalités, les scientifiques que Léopold II va contacter, il est un personnage très important dans l'histoire de l'acquisition du Congo. Ce personnage, vous l'avez à l'écran, il s'agit d'Henry Stanley. Henry Stanley, si vous voulez, il va avoir une mission excessivement précise, excessivement importante au Congo au nom du roi. C'est le représentant du roi Léopold II en Afrique. Et pour la petite histoire, une anecdote quand même qui a son importance, vous devez savoir que Léopold II n'a jamais effectué de voyage au Congo, de voyage en Afrique. Donc il a toujours géré, si vous voulez, sa possession personnelle, privée. Il a toujours géré cette possession à distance, en mandant différents personnages de travailler à ses ordres, de le représenter là-bas sur place. Ce qui posera certainement de nombreux problèmes par la suite. Mais bon, malheureusement, dans le cadre de ce cours, nous n'avons pas le loisir ni le temps, malheureusement, d'évoquer ces différents problèmes qui, parfois, entraîneront des conséquences excessivement tragiques. Revenons au rôle de Stanley avant l'acquisition de ce territoire, cette région du Congo par Léopold II. Stanley donc est représentant officiel du roi là-bas. Il va acheter des terres aux autochtones au nom du roi. Et comme vous le voyez sur ces diapositives, avec l'achat de ces terres, on peut clairement dire que l'exploitation des Congolais comme force de travail va débuter. Pourquoi ? Eh bien, imaginez la scène assez tragique d'un Stanley qui parfois, même par la force, d'après les témoignages écrits de l'époque, va tenter de convaincre des chefs de tribus du Congo de vendre à un roi qu'ils ne connaissent pas, en l'occurrence Léopold II, de vendre leurs terres, leur territoire. Ces chefs de tribus vont se trouver nez à nez avec des documents, des documents légaux pour les Occidentaux, mais qu'ils ne savent pas décoder, qu'ils ne comprennent pas. Ils vont tenter, vaille que vaille, de les signer. Et dans ces documents, vous avez certaines, certaines précisions qui stipulent qu'en vendant ces terres, Léopold II acquiert également la main-d'œuvre qui s'y trouve. Autrement dit, les habitants, les autochtones de ces territoires sont en quelque sorte achetés en même temps que les dits territoires et ils serviront de main-d'œuvre pour les différentes constructions qui attendent les Occidentaux, notamment au Congo. Mais comme vous le verrez dans un instant, Léopold II n'est pas le seul Européen à vouloir s'approprier des terres au Congo. Stanley ne s'arrête pas là, il va travailler à l'installation d'un véritable réseau de routes terrestres et il va également fonder la ville qu'il va baptiser Léopoldville en 1884. Cette ville existe encore aujourd'hui, on l'appelle Kinshasa.